Eh ben, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Aventure Bio. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation tout seul. Cette présentation, je l'ai préparée pour les ateliers bio qui ont lieu à Paris cette semaine, organisés par Biotopia et Circuit Bio. Et c'était bien. Mais quand même, j'avais un peu de retard. Voilà, j'ai pas pu détailler tous les points qui me semblaient importants. Donc je me suis dit que j'allais la refaire. Et puis du coup, comme ça, vous allez pouvoir en profiter si ça vous intéresse. Le thème de la présentation, Jonathan, tu peux afficher, c'est comment la croissance bio se heurte au mur du e-commerce. Donc le thème global de la journée atelier du bio, c'était que comment retrouver la croissance en bio. Et donc j'intervenais en format carte blanche sur la partie e-commerce. Dans cette présentation, je traite deux parties, la question des retailers, donc des distributeurs, et la question des marques. Et on va voir comment les deux sont liés et quels sont quels constats je fais, quels sont les risques, quels scénarios j'entrevois, et quelles réponses, quelles stratégies on peut mettre en place en face pour réagir à ça. Pour vous donner un peu de contexte sur notre expertise là-dessus, chez Aventure Bio, nous, on est grossiste digital, donc on vend des produits à des magasins, à des distributeurs via notre plateforme web, donc on connaît bien ça. Avant ça, j'étais DG de Greenwiz, qui est leader du bio en ligne, qui est retailer leader du bio en ligne, en livraison à domicile. Et via Aventure Bio, on accompagne entre 10 et 15 marques bio dans la création de leur site e-commerce et dans l'opération de leur canal direct to consumer, donc leur canal e-commerce direct to consumer. Donc, en gros, les infos que j'ai et mon analyse, elles se fondent plutôt sur notre pratique. Et je vous invite évidemment à croiser ce que je dis avec ce que des spécialistes du marché ou des panélistes peuvent avoir comme info. Voilà, pour croiser vos sources. Donc ça, c'est un petit slide qui avait été préparé par Biotopia sur les leaders du bio en ligne et sur ce que les gens cherchaient. Ce qui était intéressant, c'était de voir que le point important, c'était le bio, enfin le e-commerce pour le retailer. Les gens cherchent plus de choix, plus de disponibilité, c'est-à-dire plus de facilité pour passer commande. Et il y avait une autre stat qui est sortie dans la journée où on voyait que le drive, enfin le bio sur les réseaux drive de grande distribution était vraiment super puissant et que, alors je sais plus, je me rappelle plus exactement de la stat, mais en gros, le drive c'est en gros 10% des ventes des grandes distributions. Et si on prend juste la partie bio, chez un des acteurs, un des grands distributeurs français, le drive c'est 30% des ventes de bio. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà le premier constat que je réalisais. En gros, alors je prends un peu des cotes mal taillées, comme ça on retient bien, c'est plus facile et on ne perd pas son temps à analyser des pourcentages. Donc en gros, 10% du commerce alimentaire en France se fait en ligne. Donc 90%, pour 90%, c'est du drive, c'est un format gagnant qui a émergé depuis longtemps, c'est un format coûteux, c'est pas un format facile, mais sur lesquels notamment Leclerc a surperformé. Et la tendance qu'on observe, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, si on observe on a passé un palier ou deux paliers en un an à cause du Covid, c'est qu'on s'achemine vers du 20% dans 10 ans. Ce qu'on constate au niveau du réseau bio spécialisé, c'est que c'est à peu près 6 ou 7% des achats bio spécialisés, de marques bio spécialisées, donc des marques qu'on trouve au magasin bio, qui se font en ligne. Et là où on est à 90% en livraison à domicile, en drive, en GMS, là on est à quasiment 100%, 95% ou 99% en LAD, donc en livraison à domicile. Donc c'est complètement inverse. C'est parce qu'en fait ce marché-là n'a pas été adressé, le drive n'a pas émergé en bio, le click and collect n'a pas vraiment émergé. Et du coup, les seuls qui performent, c'est Greenwiz, La Fourche et leurs plus petits concurrents. Qui se prennent à eux deux, principalement Greenwiz, 6 ou 7% du marché biospé. On constate que pour les réseaux de magasins, à part peut-être l'exemple des grands paniers bio dont on parlera plus tard, on n'a pas connaissance de magasins qui dépassent 1% de leur chiffre d'affaires comme ça. Ce qui est énorme comme écart avec la grande distribution où entre Super U, Intermarché un peu moins fort a priori, mais Leclerc, Auchan, on est toujours entre 7 et 12% selon les formats, selon les enseignes.
Et donc, il y a vraiment un choix stratégique qui a été fait au départ, de ne pas y aller. On m'a parlé du congrès Biocop de 2011 où ils ont décidé de ne pas faire de e-commerce, parce que c'était pas la façon de faire du commerce bio, ce qui peut s'entendre, mais donc ce qui donne des résultats qui sont, on paye des conséquences maintenant avec quand même une décroissance du marché et le fait de s'être coupé d'une partie du marché. Donc on s'est coupé de 10% du marché, et si on fait rien, on se coupe de 20% du marché dans peut-être même 5 ou 10 ans. Et donc ça veut dire que rien que ce qui se présente devant nous, s'il n'y a pas de remise en question et d'investissement massif là-dedans, c'est qu'on va passer on travaille sur un marché qui représente 90% des acheteurs, et on va passer sur un marché qui va représenter 80% des acheteurs, parce que on ne fait pas du e-commerce du jour au lendemain, ça met du temps à s'installer et ça ne tombe pas du ciel, ça ne pousse pas sur les arbres. Donc ça veut dire que stratégiquement, le réseau bio, qui est en difficulté actuellement, en fait, s'inflige structurellement une décroissance volontaire dans les 10 prochaines années de 11,1%, parce que quand on passe de 80 à 90, dans l'autre sens, ça fait une décroissance de 11%. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à regarder, qui est structurant. On n'est pas sur des hausses conjoncturelles, on est sur une tendance de fond, et une tendance de fond baissière comme ça, c'est pas très très bon. Alors vous n'allez pas bien pouvoir le lire, mais c'est un article qui était dans Circuit Bio, très bon magazine que je vous recommande. Bruno Saury, qui est le dirigeant pour le groupe Carrefour du marché bio, donc Sobio notamment, Bio c'est bon, et également Greenwiz a priori, explique qu'en fait le e-commerce ne représente jamais plus de 1% du chiffre d'affaires. On ne fait pas de gain de plus de 1% du chiffre d'affaires. Sauf que le point, c'est que potentiellement c'est 1% par an, et il y a un effet en fait d'intérêt composé. Donc en fait, ça se cumule, le e-commerce gagne des parts, et du coup en disant on le fait pas parce que ça va faire que 1% de chiffre d'affaires en plus, en fait, c'est à l'instant T, c'est ça, à un an, c'est ça, sauf que année après année, ça va gratter. Et cette courbe-là va être difficile à remonter une fois qu'on aura fait le choix de ne pas le faire. Là où je rejoins, il parle dans cet article du fait que la livraison à domicile est un gouffre financier, notamment quand on n'a pas de volume, complètement. Donc la livraison à domicile, c'est très compliqué, c'est très cher, ça demande d'avoir une logistique et un maillage de micro-entrepôts qui soit vraiment significatif pour pouvoir commencer à entrevoir une rentabilité, et avec le coût de l'énergie qui augmente, le transport c'est de l'énergie, c'est pas parti pour devenir moins cher. Et après on a le contre-exemple qui est cité dans Circuit Bio également, de l'enseigne Le Grand Panier Bio, qui est une enseigne régionale qui doit faire 30 millions d'euros de chiffre d'affaires si mes chiffres sont à jour, qui annonce faire 5 à 7% de son chiffre d'affaires via son drive, avec un drive qui semblerait être un peu le meilleur performeur du marché bio sur la partie e-commerce, et je pense que ça vaut le coup de le regarder. Ensuite, je propose de réfléchir une sorte de scénario catastrophe, parce que dire qu'on passe de 90% du marché adressé à 80%, c'est une partie du problème, mais en fait, le problème est peut-être encore pire que ça. Si on considère, je vais faire un magnifique graphique, si on considère que 25, en gros, votre pain, là, c'est votre marché. Sauf que 25% des gens les moins riches, de manière générale, par effet on peut simplifier, on peut considérer qu'ils n'achètent pas en réseau bio, qu'ils ont d'autres problèmes alimentaires qui les obligent à arbitrer différemment. Si à ces 25% qui n'achètent pas par manque de moyens, on ajoute 20% d'acheteurs bio qui sont perdus parce qu'il n'y a pas d'offre digitale, il n'y a pas d'offre e-commerce pour ces gens-là, ça veut dire que finalement, on va rester que sur le milieu du pain. Ça veut dire que on va travailler sur 55% du marché. Et qu'en passant de 65 à 55% du marché, la décroissance, elle va être encore plus faible encore plus forte dans les 10 prochaines années. Donc, je pense que c'est une erreur stratégique lourde de pas monter, de pas chercher à faire 5 à 10% de son chiffre d'affaires ou 20% de son chiffre d'affaires en e-commerce, parce que finalement, les CSP+, les familles, sont les plus grosses consommatrices de e-commerce. J'ai une stat que je sors du chapeau, mais a priori 80% des achats sur Internet, c'est des familles CSP+. Donc c'est vraiment c'est le segment Eldorado, comme disait Loïc Danel de Biotopia. C'est le segment clé, et en fait on se coupe de ce segment clé. C'est pas seulement perdre une partie du marché, c'est se couper du segment clé sur lequel la bio est surreprésentée. Ensuite, je fais le scénario catastrophe plus. C'est le scénario de l'effet Piquet.
Donc, je ne sais pas si vous avez fréquenté des moins de 30 ans autour de chez vous, dans votre entourage récemment. C'est une génération qui vit digital, qui consomme uniquement digital pour une partie d'entre elles, e-commerce. Et on ne sait pas comment ça va évoluer dans les années à venir, mais il y a quand même une chance que ces gens-là ne fassent pas les courses comme on fait les courses actuellement. Et qu'il y a une espèce d'effet de cliquet. Alors, j'aimerais bien savoir la part de ces gens-là enfin, la part du e-commerce alimentaire dans les courses alimentaires des moins de 30 ans. Mais a priori, c'est assez élevé. On voit une génération habituée au tout confort, quoi, où on va tout consommer avec son téléphone, avec du quick commerce ou avec du drive à minima. Pour les achats non alimentaires, on va acheter plutôt sur Internet en priorité. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est qu'on va passer de 10 à 20% de e-commerce dans la partie alimentaire, sauf que ça, c'est une vision un peu linéaire. On n'est pas sûr que la courbe ne soit pas exponentielle. On est encore au début, finalement. Et vous voyez ces courbes d'intérêt composées, où ça monte tout doucement au début, et au bout d'un moment, ça s'envole. Et donc, du coup, ce scénario catastrophe plus, ce serait que ça s'envole. Et finalement, on a des indices qui montrent que c'est possible. Il y a des courbes comme ça qui se sont envolées. Je parle de l'effet cliquet. Il y a des comportements qui ont changé et qui ne changeront plus. Enfin, en tout cas, on a vraiment passé un cap et l'ancien monde, c'est l'ancien monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois où vous avez acheté un billet de train à un guichet ou une place de spectacle à un guichet où vous avez loué une voiture en allant dans l'agence. Ça n'arrive pas très souvent. Je ne sais même pas si je saurais faire. Donc voilà, il y a des secteurs comme ça, des façons de consommer qui ont complètement été transformés par Internet. Moi, je connais bien le monde de l'achat de chaussures. Je travaillais chez Sarenza avant. Il y a des secteurs comme ça qui ont complètement été bousculés. Et c'est pas impossible, voire c'est possible, que dans l'alimentaire, on arrive à ce même genre de phénomène. Et clairement, ceux qui ne sont pas préparés du tout, c'est ce genre de phénomènes qui font sortir complètement du marché des distributeurs. Donc voilà, la question c'est est-ce que la courbe d'adoption du e-commerce alimentaire, on est sur quelque chose de linéaire et de progressif, ou est-ce qu'on va avoir à un moment une cassure exponentielle de cette courbe-là? Je pense que c'est un scénario qu'il faut mettre sur la table parce qu'il en va de la survie des entreprises concernées. Bon, j'adore Tintin, donc ceux qui ont la référence vont comprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup pour répondre à ça? Donc, je cite encore Loïc Danel de Biotopia. Je vous préviens, le e-commerce, c'est chiant. Oui, c'est chiant parce que finalement, ça demande d'avoir une donnée produit, une informatique, un process de mise en marché qui soit câblé informatiquement à tous les étages. Ça coûte très cher. Donc, il faut une base produit, il faut une base tarif à jour, il faut une base magasin, il faut savoir quel magasin fait quoi, vend quoi, une base de stock par magasin. Ça demande d'investir dans des outils, d'investir surtout dans des gens pour savoir à chaque heure ce qui est dispo à la vente dans chaque magasin. Pour donner un ordre de grandeur, Carrefour a annoncé qu'ils allaient investir 3 milliards en 5 ans dans le e-commerce. Donc ça représente en gros par année quelque part entre 0,5 et 1% de leur chiffre d'affaires investi pas en e-commerce, en tech, on va dire. Sur 0,5 et 1% de leur chiffre d'affaires investi en tech, ça veut dire qu'un réseau bio devrait investir, on va dire, 2 millions d'euros par an. Un gros réseau, 200 millions, devrait investir 2 millions d'euros par an en tech sur cette question de tech, de e-commerce. Je ne suis pas certain que ce soit le cas actuellement. Et je pense qu'on a un des éléments de réponse là-bas. Si on bascule de l'autre côté maintenant, donc, au niveau des retailers, on va dire que moi, je suis assez inquiet. Je ne sais pas si ça va évoluer. Si vous êtes une marque, un fabricant, si vous vendez à ces retailers-là, vous avez la même question qui se pose. En gros, il y a de fortes chances que la faiblesse des retailers bio dans le e-commerce vous fasse perdre des opportunités de marché, que vos produits ne soient pas assez dispo sur Internet parce que vos distributeurs traditionnels sont en difficulté sur ce segment-là. Je ne sais pas si tu peux afficher plus grand, Jonathan. Et du coup, si les distributeurs n'y vont pas pour vous, ne font pas le job de vous rendre visible à ce niveau-là, c'est important de lancer votre canal direct to consumer. Donc d'avoir votre site en ligne, de vendre vos produits, dans un premier temps avec une visée marketing, de rendre vos produits disponibles partout, de permettre aux gens qui adorent votre marque de continuer à adorer votre marque et de pas trouver une autre marque géniale qui est disponible, elle.
Donc, la première étape, c'est de lancer. Il y a une urgence qui a un degré moindre, mais qui va arriver de la même manière. Ce qu'on constate, c'est que les marques performantes du réseau bio, elles peuvent faire au-delà de 25% de leur chiffre d'affaires en direct to consumer, donc en e-commerce. Et ça va dépendre pas mal du type de produit. Il y a des produits légers, incassables, avec des longues dates DLC qui sont plus faciles à travailler que d'autres. Mais on peut dire que viser d'ici 2 ans d'arriver à 10-15% de son chiffre d'affaires en D2C, c'est une bonne base. Pour ça, il y a pas mal d'enjeux. C'est déjà de lancer ça. Donc, bon, vous pouvez venir voir Aventure Bio. On en fait déjà une dizaine de sites comme ça, avec une solution assez simple où il n'y a quasiment pas de coût fixe en fait, en vérité. Donc, le premier enjeu, c'est déjà de le faire, de se câbler au niveau de logistique, au niveau transport, au niveau création du site, au niveau animation du site. Et après, l'enjeu, c'est de devenir un peu commerçant. Donc, au début, on va dire de manière marginale, ça représentera 1 à 5% de votre chiffre d'affaires. Mais pour ça, pour réussir à le faire, il faut réussir à trouver son marché, à trouver son public et créer la préférence du direct par les consommateurs. On voit que cette préférence du direct, elle est assez naturelle dans beaucoup de secteurs, en habillement, en chaussures notamment. Ça s'est développé sur pas mal de produits tech, sur pas mal de produits cosmétiques. Alors, en cosmétique bio, la préférence du direct, elle se voit également. En alimentaire, sur des produits premium, sur des produits avec une forte valeur émotionnelle pour les consommateurs, ça se prouve aussi, ça se trouve. Mais pour créer cette préférence du direct, il faut réussir à enlever les irritants. Que ce soit possible d'avoir assez de produits dans la gamme pour pouvoir faire des paniers à plus de 50 €, pour pouvoir 60 même, pour pouvoir gagner sa vie, avoir des exclusivités, avoir des offres volume, avoir par exemple un abonnement. Et toute cette attractivité qui va se voir dans votre taux de conversion, ça va vous permettre à un moment de déclencher votre acquisition de trafic. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans une vidéo de cette chaîne avec Sauveur, Fernandez, qui est expert bio. La question, c'est l'heure des choix et comment naviguer dans l'océan du e-commerce. C'est pour ça qu'on a mis une petite île derrière. Donc je vous invite déjà de vous abonner à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous invite à aller voir cette vidéo juste après celle-là. La méthode pour les marques bio, assez rapidement, parce qu'on pourrait en parler des heures et je le ferai probablement à d'autres moments, c'est déjà d'externaliser la première version de votre site e-commerce et de votre logistique, parce que c'est coûteux, c'est compliqué de partir de zéro. Il vaut mieux réussir à se brancher à un prestataire qui vous accompagnera là-dessus. Donc, il y a nous, mais il y a d'autres. Donc, je pense que c'est plutôt un bon conseil. Ensuite, une fois que vous avez réussi à créer ce site-là, donc vous imaginez un projet qui va prendre entre 2 et 6 mois, hein, ça va dépendre de la lourdeur du catalogue, de votre maturité informatique. Voilà. Ensuite, vous lancez. Et avant de pouvoir envoyer des gros budgets marketing, parce que malheureusement, quand vous ouvrez un commerce sur Internet, un commerce pour votre marque, le trafic ne rentre pas naturellement. Il faut aller chercher le trafic. Donc, vous en avez déjà un peu en réserve, vous avez souvent une bonne notoriété, des gens qui cherchent la marque, vous avez déjà un site avec un peu de trafic, donc on va aller travailler ça. Et le but sur ce premier trafic, c'est d'atteindre un 2% de taux de conversion. Donc, sur 100 personnes qui visitent le site, avoir 2 commandes. Pour réussir à répéter cette performance sur 1 ou 2 mois en moyenne, ce qui vous montrera que votre site et votre boutique, elle a atteint elle a réalisé sa preuve de concept, elle a réalisé sa preuve de marché. Il y a des gens qui aiment acheter, il y a des gens qui préfèrent acheter en direct que d'acheter autrement vos produits. Donc évidemment, on va essayer de le faire évoluer pour aller de passer de 2% à 3%, à 4% un jour. Mais voilà, si vous êtes à 2%, vous êtes sur un taux de conversion e-commerce qui est assez bon. Si vous arrivez à 3, vous commencez à être top. 4, on est dans le très haut du panier. Et une fois que vous arrivez à ça, vous allez pouvoir commencer à flécher vos investissements médias vers le D2C. J'expliquais un peu ça lors de la conférence. En gros, quand vous êtes une marque et que vous voulez toucher vos consos, quand vous n'avez pas de canal D2C, vous faites des pubs un peu par-ci par-là, vous saupoudrez. Je fais ce geste-là, ça a bien marqué les gens, donc je le refais. Mais en gros, on saupoudre, et on saupoudre un peu comme ça parce qu'on voit pas très bien ce qu'on fait. On n'a pas de vraie idée du retour sur investissement. À la différence de l'investissement en pub digital, donc Google Ads, Facebook Ads, Instagram, où vous allez avoir une vision. Attention, elle n'est pas parfaite. Attention, il y a plein de... ça demande un peu de temps pour comprendre, pour réussir à bien l'analyser, mais vous allez avoir une vision incomparablement plus fine que ce que vous avez sur vos investissements de base. Et donc, du coup, vous allez être capable de savoir, quand j'investis 1 000 €, quel chiffre d'affaires
déjà, sur la boutique D2C, ça me rapporte. Si vous arrivez à faire en sorte que pour 1 000 euros investis, vous avez 500 euros de vente, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux qu'un coup de pied au cul, comme on dit. Et ça permet déjà d'être plus performant que si vous aviez balancé votre budget à l'aveugle. Et si vous commencez à être pas mal, bah voilà, on peut faire 1 000 euros d'investis pour 1 000 euros de vente, et même parfois 1 000 euros investis pour 2 000 euros de vente quand on est vraiment performant. Et donc, du coup, ça va faire un espèce d'effet de levier. C'est-à-dire que ce qui va permettre à une marque de se développer, vous le savez, hein, c'est sa notoriété. Alors, c'est bête, hein, mais on peut faire des bons produits. Si on n'est pas connu, on n'en vendra pas beaucoup. Donc, sa notoriété. Donc, déjà, on fait faire des bons produits déjà, mais derrière, développer la notoriété. Et là, c'est le nerf de la guerre pour les marques. Alors, ça va dépendre un peu des marques et des modèles, mais les marques de grande consommation ou les marques qui ont vocation à être des marques de grande consommation, c'est vraiment le nerf de la guerre, le budget marketing et le budget d'acquisition de votre notoriété. Et si vous avez une boutique D2C, vous allez pouvoir être plus performant que vos concurrents. Et donc, ça veut dire que quand vous dépensez 1000, vous avez déjà 200 qui rentrent en marge, donc vous allez pouvoir dépenser en fait 1200. Donc, du coup, vous allez pouvoir booster vos budgets. Et donc, du coup, à budget égal, toucher plus de monde et du coup, acquérir une meilleure notoriété. Et ça, c'est le premier levier qui peut être décisif pour votre marque grâce avec le direct to consumer. En fait, vous allez rendre plus performant votre marketing et c'est le nerf de la guerre. Donc déjà, si vous faites ça, vous allez être bien content. Et après, peut-être que dans un deuxième temps, avec la bonne offre, une gamme suffisamment large, peut-être des partenariats avec d'autres marques, vous allez réussir à faire un canal e-commerce qui va dépasser les 10-15%. Mais déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir mieux dépenser votre budget marketing. Donc voilà pourquoi le direct to consumer, il y a une seule urgence, c'est commencer. Donc voilà, j'ai des bonnes nouvelles, regardez. C'est que si vous n'avez encore pas fait grand-chose, vous n'allez pas avoir de dette technique. La dette technique, c'est toutes ces fois où votre équipe ou vos prestataires ou vous avez développé, codé vos outils internes à l'économie, en faisant un mauvais choix ou en devant contraindre et en faisant un peu à la va-vite parfois. Parce que pour des raisons budgétaires. Donc ça, des techniques, ça coûte très très cher à des grosses boîtes qui font de l'informatique, du e-commerce et de la tech depuis longtemps. L'avantage, c'est que vous n'en avez pas, vous en avez peu. Si vous n'avez pas fait ça, vous avez peu de techniques. Donc, ça va vous coûter moins cher. Ça va pas vous coûter les 3 milliards de Carrefour. Bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que pour des boîtes de votre taille, donc des PME, il y a une tendance qui se développe qui s'appelle le no-code. Alors, ça ne veut pas dire pas de code, mais ça veut dire peu de code. Ce qui fait qu'il y a des outils. Alors, j'ai listé un Shopify pour faire des boutiques, Airtable pour avoir des bases de données connectées, notamment à votre Shopify, Mailchimp pour les mails, Integromat et Zapier pour les connexions entre vos différents outils. Tous ces outils ont des API. Enfin voilà, on peut connecter toutes ces briques techniques sans jamais avoir à rentrer dans des investissements en CAPEX de 50 000, 100 000 ou 1 million d'euros, parce qu'en fait, ces outils existent, on peut les payer comme un service, c'est des SaaS. Et finalement, ça devient, vous variabilisez un coût qui en fait est immense. Il faut vraiment imaginer que si vous deviez coder un site internet e-commerce de bout en bout, on parle potentiellement de dizaines ou de centaines de milliers d'euros pour faire quelque chose d'assez simple que vous pouvez finalement faire avec des charges variables qui sont pas très importantes. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles, et ce qu'il en faut. Et enfin, je crois que c'est bien ça. Voilà, on arrive sur quelques modèles dont s'inspirer, soit en tant que retailer, c'est plutôt pour des retailers. Voilà, donc les distributeurs, les modèles dont s'inspirer. Alors, des modèles qui fonctionnent très bien, je commence par le bas. Il y a le drive tout nu, j'ai oublié Wrack and Roll, donc je redis Wrack and Roll pour que Sarah me déteste moins. Donc des modèles de drive zéro déchet qui sont nativement digitaux. Soit en le retrait, soit en livraison à domicile, mais qui semblent avoir montré leur intérêt à avoir réalisé leur preuve de marché. Je considérerais des pique-niques. C'est un modèle néerlandais de tournée locale sur des assortiments assez courts. Ça peut être assez intéressant. Boxy, c'est la merveilleuse petite boîte rose que vous voyez à droite. Donc c'est un container qui permet en fait de faire un magasin self-service ouvert, je pense, 24 heures sur 24. Donc ça peut être intéressant, peut-être dans un autre format avec un peu moins métal et un peu plus bois pour les magasins bio. Il y a tout le monde des marketplaces qui est immense. C'est un des
c'est un axe de développement. Après avoir lancé votre boutique D2C, vous allez être capable de vendre vos produits sur les marketplaces. Donc, ça peut aller de Greenwiz en passant par Cdiscount, Nature et Découverte, Amazon si vous êtes un peu joueur, les marketplaces étrangères. Voilà, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, les marketplaces mises tout ensemble. Et c'est de la visibilité, pas gratuite, mais en tout cas assez rentable pour les produits que vous allez diffuser dessus. Donc, c'est quelque chose à regarder. Et ça sera permis à partir du moment où vous aurez votre activité e-commerce qui roulera. Voilà. Après, quelques idées pour Sky, pour Naturéo, démarrer un partenariat avec eux. Donc, c'est en fait externaliser quelque part votre rayon pêche et avoir des produits frais qui sont livrés directement en magasin. Donc, ça, c'est intéressant. Si vous faites un site e-commerce, l'idée c'est si vous êtes un magasin, l'idée c'est de pas essayer de faire un drive de grande surface, de jouer sur vos forces et d'aller là où c'est compliqué pour les grandes surfaces d'aller. Donc voilà, la réservation de produits frais, la distribution, la livraison directe producteur, ça c'est des choses qu'on aimerait pouvoir trouver sur le site e-commerce d'un magasin bio ou d'un réseau bio. On aimerait pouvoir trouver des paniers, de la curation, c'est-à-dire avoir des assortiments réduits mais sélectionnés spécifiquement. Et enfin, pour la partie le fond de rayon, je pense que la solution à regarder pour les retailers, c'est de se connecter avec un grossiste, en fait, d'être capable de faire un fulfillment de la commande e-commerce passée sur le site du magasin par le grossiste directement, avec une livraison à domicile par le grossiste directement, ce qui permet de zapper une étape et donc d'avoir un modèle économique qui paraît équilibrable, contrairement à la livraison à domicile expédiée depuis le magasin. Voilà un petit peu cette présentation. N'hésitez pas si vous la voulez. N'hésitez pas sinon à me solliciter. Voilà, mon contact ici. Et voilà, si vous avez aimé, un petit pouce et puis un petit abonnement sur la chaîne. Et voilà, tout le monde sera content. Merci.